Le retraité l'emmène dès qu'il le peut en voyage et ne cesse de faire preuve de romantisme. Mais très vite, Élise dévoile son côté sombre. Elle commence à prendre ses distances avec Marc et à se montrer colérique, allant même jusqu'à le rouer de coups. Elle n'hésite pas à créer le scandale, même en public. Amoureux, le jeune retraité la soutient pourtant corps et âme. Un jour, de retour de voyage, Marc est contraint de se rendre quelques jours chez sa sœur. Mais cet imprévu met Élise en colère brutalement. Elle lui demande le divorce. Marc peine à y croire. Mais quelques semaines plus tard, le quinquagénaire reçoit une convocation, cette fois à la gendarmerie. Et sur place, il découvre l'impensable. Élise l'accuse de viol et de violence conjugale. Placé en garde à vue, Marc est ensuite mis en examen et placé en détention provisoire. Nous sommes à Griselles, dans le Loiret. C'est ici que vit Marc. À 52 ans, ce jeune retraité de la RATP est l'heureux papa de 2 grands enfants. Divorcé de leur mère, il vient de faire la rencontre d'Élise, un professeur des écoles, de 12 ans sa cadette. Marc, qui souffrait de solitude, est aux anges et compte vivre pleinement cette nouvelle idylle. Il est loin d'imaginer que cette nouvelle compagne va gâcher sa vie. Très vite, Marc, qui mise beaucoup sur cette histoire d'amour, vend sa maison. Les 2 tourtereaux s'installent alors ensemble et scellent même leur union par un mariage. Fou amoureux, Marc lui achète une voiture et l'aide à rembourser son prêt. Mais après plusieurs mois de relation, Élise dévoile un tout autre visage. Elle est très colérique et montre très peu d'affection envers Marc, qui fait pourtant tout pour la satisfaire. Afin de lui faire plaisir, le jeune retraité investit dans un camping-car pour l'emmener en voyage. Et il prend soin de choisir un véhicule avec 2 lits. Car Élise, depuis toujours, souhaite faire chambre à part. Mais les colères de la quadragénaire ne se calment pas. Chaque sortie est une occasion pour créer du scandale. Par exemple, lorsqu'il commande des pizzas, la quadragénaire est capable de s'énerver pour le nombre d'olives ajoutées et elle devient insultante. Dans l'avion, elle s'offusque, elle hurle lorsqu'un enfant tape malencontreusement contre son siège. Des situations qui mettent Marc mal à l'aise. Mais amoureux, il ferme les yeux et soutient tant bien que mal Élise. Pourtant, les coups de gueule et les crises vont crescendo. L'institutrice devient même violente. Un jour, alors que le couple est en vacances en Sardaigne, Élise incite Marc à boire sous prétexte que c'est convivial. Le quinquagénaire a pourtant fièrement arrêté l'alcool après avoir eu une consommation excessive par le passé. Mais face à l'insistance de sa compagne, et pour lui faire plaisir, il cède. Dans l'après-midi, Marc s'endort alors au soleil. Mais Élise, énervée de ne pas trouver de connexion Internet, arrive en trombe et le roue de coups. Le jeune retraité prend sur lui et ne réagit pas. Lorsque le couple rentre à la maison avant la rentrée scolaire, Marc apprend alors une terrible nouvelle. Son père vient de décéder. Il décide donc de partir, rejoindre ses frères et sœurs, afin de s'occuper de la maison de son père. Mais Élise ne l'entend pas de cette oreille. Vexée que Marc s'en aille avant la rentrée scolaire, elle entre dans une colère noire et lui annonce qu'elle souhaite divorcer. Marc, lui, ne prend pas vraiment au sérieux ces menaces. Il part alors s'installer chez sa sœur, le temps de gérer l'imprévu familial. Mais dès son retour, Marc a une mauvaise surprise. Le quinquagénaire est convoqué à la gendarmerie. Et lorsqu'il se présente sur place, il apprend l'impensable. Élise a déposé plainte contre lui. Elle accuse de viol et de coups et blessures. Complètement sous le choc, il passe 48 heures en garde à vue, avant d'être mis en examen pour viol et violence conjugale. Il est ensuite placé en détention provisoire. Marc clame pourtant son innocence et il tente de garder son calme. Il sait qu'il n'a rien à se reprocher.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Maître Jennifer Neveu, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes l'avocate de Marc et vous allez nous parler de tout l'aspect juridique dans un instant sur ce dossier. Marc, vous êtes retraité de la RATP, vous étiez machiniste, vous êtes père de 2 grands-enfants. Oui. Quand vous rencontrez Élise, vous avez divorcé de votre femme de ma première femme. et de la maman des enfants. Vous vous sentez un peu seul à ce moment-là, c'est ça? Oui. C'est ce qui va un peu vous pousser Essayer de... oui, du fait qu'avant j'étais en région parisienne, donc je voyais beaucoup de monde. À la campagne, effectivement, dans une association de célibataires veufs et divorcés, j'ai rencontré Élise, voilà. Élise, professeure des écoles, elle avait 12 ans de moins que vous. Moi, oui. C'est quoi, c'est un coup de foudre entre vous? Oui, c'est un coup de foudre. Et puis bon, c'est aussi le fait, le fait qu'elle avait des parents qui étaient une bonne dizaine d'années plus vieux que moi, donc plus âgés que moi. Donc je pensais que j'allais pouvoir être utile. Vous voyez, cette histoire de me rendre utile, effectivement, c'est... Voilà. Et son caractère, alors on va dire particulier pour l'instant, son caractère particulier, vous le découvrez à quel moment? Très vite? Assez rapidement, quand même. Mais moi, étant seul, j'ai toujours envie de croire en quelque chose. Ouais, il n'y a pas un moment où ça vous fait peur, ces crises de colère on disait des crises de colère pour des olives, non, ou parce que dans un avion, quelqu'un touche son siège. Ça vous fait pas peur? Oui, mais ça, c'était sur la fin, ça. Ah, d'accord. Ça, c'était sur la fin, quand on avait été passé 6 semaines en Sardaigne. Ouais. Le Sardaigne, c'était compliqué, mais les avions, mais bon, j'étais arrivé à un tel point que j'étais obligé de demander aux gens qui se mettaient, de se calmer. Vous voyez, je n'arrivais pas à la maîtriser. Moi, ce que je voulais, c'est que tout se passe bien. Mais il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit... on a envie de croire en des bonnes choses. Oui, mais il n'y a pas un moment où vous vous dites, bon, enfin, elle est hystérique. On a envie de croire en des bonnes choses. Ouais. On a envie de croire en des bonnes choses, quand même. Même si ça va contre les faits, parce que là, les faits montraient quand même qu'elle était... Oui, mais bon, j'étais loin de me douter que ça allait arriver. Non, bien sûr. Voilà, bien sûr, là, je parle juste de son caractère. Caractère, parce qu'elle avait un fort caractère, mais bon, ça, c'est... Et vous aimiez bien ça? Je l'avais accepté. Je l'avais accepté, oui. Peut-être du fait de la solitude, tout ça, voilà. En fait, vous disiez quoi? Enfin, j'ai l'impression, quand je vous entends, je me trompe peut-être, mais que vous disiez, en fait, si c'est pas elle, j'aurais personne. Je pense que ça peut être ça aussi, voilà. Je pense que ça peut être ça aussi. Donc, tu pourras faire des sacrifices, accepter beaucoup de choses. Du fait que j'étais seul, voilà, du fait que j'étais seul, oui. Puis j'avais l'impression de servir à quelque chose. Quand je faisais les courses, tout ça, quand j'allais rendre service à ses parents, tout ça, voilà, j'avais l'impression de servir à quelque chose, voilà. Mais il y avait de l'amour, quand même, pour moi, oui. Oui? Pour moi, oui. Ou c'était une compagnie? Compagnie, amour, c'est un mixte. Hein. C'est vrai que nous faisions chambre à part dès le départ, pas par respect, quoi. Vous faisiez chambre à part dès le départ? Dès le départ. Moi, ça me dérangeait pas. Non, et puis on se voyait. Mais c'était à sa demande? Oui, bien sûr, oui, parce que bon, moi, je bouge beaucoup dans le lit, tout ça, donc. Oui, moi, dès le départ, j'acceptais le fait de la différence d'âge, j'acceptais. Aujourd'hui, c'est 12 ans, la différence d'âge, c'est pas non plus... Oui, mais bon, c'est... Il n'y a pas 40 ans entre vous. Hein. Oui, non, mais c'est pour vous dire, moi j'avais accepté dès le départ. Ouais. Hein. Voilà, pour moi, ça me choquait pas, voilà. Mais vous dites quoi aujourd'hui, qu'en fait, elle voulait être tranquille? Comment? Vous vous dites qu'elle voulait être tranquille le soir? Ah là, je suis tranquille maintenant, le soir, Non, vous dites qu'à l'époque, quand elle demandait à être chambre à part, c'était pour être tranquille? Parce que l'histoire de vous bouger, enfin, ça paraît un peu, non? Comment? L'histoire de vous bouger, quand elle vous dit vous bougez, et que c'est pour ça qu'elle veut faire chambre à part, ça paraît un peu une excuse, non? Moi, je pense qu'elle voulait être tranquille, effectivement, pour être au téléphone, tout ça. Vous voyez, quand on est parti en Sardaigne pendant 6 semaines, les disputes, c'était parce qu'elle n'avait pas de connexion Internet. Et elle vous engueulait, vous? Eh ben, elle se mettait en colère, oui, effectivement, parce que, comme je dis, tu as tes parents au téléphone, qu'est-ce que tu veux avoir de plus par Internet? Voilà, c'est... Et les gens voyaient, là, pendant ces vacances, ils voyaient les disputes entre vous? Ah oui. C'est même des gens qui m'ont dit qu'elle m'avait frappé, ce fameux jour où j'avais bu plus que raison, quoi, voilà. Moi, je m'étais endormi sur ma chaise, puis c'est les gens qui m'ont dit le lendemain, mais pourquoi tu te laisses frapper? Voilà, qu'est-ce que vous avez répondu? Parce qu'elle vous frappe, donc qu'est-ce que vous répondez quand elle vous frappe? C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, j'accepte, voilà. Vous acceptez d'être frappé? Oui, j'accepte, oui. Oui, parce que je pense que son but, c'était que je réponde. Son but, c'était que je réponde pour pouvoir m'accuser de l'avoir frappé après. Voilà.
Mais il n'y a pas un moment où vous vous dites, malgré, enfin, au début, les colères, on peut se dire, bon, ça va passer, mais les colères, quand ça tourne vraiment à des grosses colères, quand on est frappé, il n'y a pas un moment où vous vous dites, je me barre. Quand on est rentré, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé vider la maison de mon père. Ouais. Voilà. Donc je suis parti 3 jours plus tôt que prévu. Et ça ne l'a pas accepté. Parce qu'elle m'a toujours dit, le jour où on se séparera, ça sera la façon dont j'aurais décidé. Voilà. Et donc moi, je suis parti avec 3 jours d'avance. Quand elle vous dit qu'elle s'en va, parce qu'après, elle vous dit qu'elle veut divorcer. Oui. Comment vous réagissez, vous? Vous la croyez pas? On a du mal à croire, mais bon, on est obligé d'accepter les faits. Et vous vous dites pas c'est la meilleure solution? Si, je l'ai accepté, j'ai même pas cherché. J'ai toujours pris la fuite. J'ai toujours pris la fuite pour éviter le combat. Donc là, c'était comme j'étais parti, effectivement. Bon, c'était souvent que je me retrouvais dehors. À cette époque-là, au début de notre relation, j'avais encore ma maison. Et ensuite, j'ai acheté le camping-car, je me suis retrouvé dehors. Mes amis m'ont dit, écoute, heureusement que tu as ça, moi tu sais où dormir. Voilà. Et puis c'était la vérité, il faut accepter. J'ai accepté les choses, voilà. Jusqu'à ce fameux jour où elle a été déposée. Alors, voilà, jusqu'au moment où, en fait, vous êtes contacté par la gendarmerie. Disons que en septembre, fin août, on rentre de Sardaigne. Moi, je commence à chercher un truc parce qu'on avait des projets d'investir, quoi. Donc moi, je fais des recherches, tout ça. Et puis, j'apprends que déjà, je pouvais plus rentrer à la maison. Quand j'avais été déménager à la maison, je pouvais plus rentrer à la maison. Parce que? Parce qu'elle m'avait mis dehors. Elle m'avait mis dehors, donc je suis allé à la gendarmerie faire une déclaration comme quoi je ne pouvais pas réintégrer le domicile conjugal, parce que entre-temps, j'avais vendu ma maison pour aller vivre avec elle. Voilà. Et alors, la gendarmerie, ils auraient pu m'accueillir à ce moment-là, puisque la plainte était déjà déposée. Et ils m'ont convoqué 3 mois après. Voilà, et là, donc, on vous annonce qu'Élise a porté plainte contre vous pour viol et violence conjugale. Voilà. Un viol qui aurait eu lieu durant le séjour en Italie au mois d'août. Et les violences, c'est entre octobre 2013 et septembre 2014. Voilà. Vous êtes sous le choc, bien évidemment, quand vous entendez ça. Il y a une information judiciaire qui est ouverte le 23 janvier 2015. Vous êtes placé en garde à vue 48 heures. Vous êtes mis en examen pour viol et violence conjugale, et vous êtes placé en détention provisoire à la maison d'arrêt du Mans. Maître, déjà, c'est vrai qu'il est placé en détention. Enfin, nous, on a des cas ici tous les jours et très souvent de violence conjugale où vraiment, voilà, il y a des preuves claires que des maris battent leurs femmes et les maris ne se retrouvent pas en détention préventive. Alors, en fin de compte, M. Foulard, dès le départ de sa garde à vue, l'affaire est criminelle puisque ce sont les motifs du placement en garde à vue. Et donc, ipso facto, le procureur ne doute pas, à mon avis, de la crédibilité des déclarations de Madame. Parce qu'on sait qu'en matière d'infraction à caractère sexuel, il y a peu de personnes qui franchissent la porte de la gendarmerie pour venir dénoncer de tels faits. Et dès lors que ce prérequis est acquis pour le ministère public, qu'elle ne peut pas mentir, on a une ouverture d'information judiciaire. Alors, on a uniquement un dossier sur les simples déclarations de Madame, avec des déclarations... Il n'y a pas de certificat médical, il n'y a rien. Alors, on a un certificat médical. On a un certificat médical qui acte un certain nombre d'éléments médicaux, mais rien sur l'aspect pelvien des choses, c'est-à-dire sur le plan gynécologique. Simplement 2 petites lésions au niveau du dos qui seront expliquées dans le cadre de cette procédure, mais qui sont sur les omoplates et rien d'autre. Ce que l'on sait d'autre, c'est que d'autres personnes vont être entendues dans ce dossier-là qui était... en ouverture préliminaire, ce n'était pas une enquête de flagrance. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, vous allez avoir la famille de Madame qui va être interrogée. Et donc, on a simplement une vision parcellaire du dossier qui est présentée au juge d'instruction. Et donc, le juge d'instruction, quand il prend ce dossier-là, il doit se poser la question pour le mettre en examen s'il y a assez d'indices graves ou concordants, laissant présumer que. Donc, ce qu'on lui donne comme vision, c'est de se regarder simplement d'un côté et pas de regarder l'intégralité, finalement, de la situation de couple. Et M. Foulard, qui va être placé dans le cadre d'une enquête préliminaire, va lui arriver et on va recueillir simplement ses déclarations. On ne va pas se contenter d'aller vérifier ses déclarations. En fin de compte, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas aux questions de la garde à vue, pour moi, les jeux étaient pipés dès le départ, c'est-à-dire qu'on entendait réaliser une ouverture d'information judiciaire. Et les questions qui étaient posées dans le cadre de la garde à vue de M. Foulard, je ne l'ai pas assisté. Dans le cadre de la garde à vue, c'était véritablement des questions qui étaient à charge. Et donc,
Le dossier pour le ministère public, après, c'est 48 heures de garde à vue, nécessiter l'ouverture d'une information judiciaire auprès du juge d'instruction. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que notre rencontre va durer. Et à partir de ce moment-là, vous avez un dossier qui, pour moi, posait des difficultés parce que l'enquête n'était qu'à charge.